Ok, ça y est, c'est l'hiver et peut-être que vous avez prévu d'aller à la montagne prochainement. Dans ce cas, attention aux personnes étranges qu'on peut croiser là-bas, un petit peu plus loin de la civilisation, quoi. Alors, rapprochez-vous, voilà, pas trop près, non, recule, voilà, c'est mieux. Vous êtes sur Compte Fécond et on va découvrir 3 témoignages Reddit d'expériences complètement flippantes à la montagne. Alors comme d'hab, il y a des voix off dessus pour plus d'immersion, on ne dénature pas les témoignages et surtout, ça va aller en crescendo. Au programme du jour, déjà, on va voir un campeur et ses chiens qui sentent une présence étrange. Ensuite, on verra un couple réveillé en pleine nuit par des personnes menaçantes. Et enfin, une femme retrouvée en robe de chambre, assise dans la neige à minuit. Alors ce premier témoignage nous vient de Alex Underrob. C'est un gars qui vit aux États-Unis avec 2 chiens, un très grand et puis un tout petit. Et l'histoire qu'il nous raconte se déroule il y a quelques années. On ne sait pas quand exactement. En tout cas, Alexander décide d'aller randonner plusieurs jours avec ses 2 chiens. Là, ils se rendent à l'Olympic National Park. Vous savez, c'est un coin très montagneux au nord-ouest des États-Unis. Les 4 premiers jours se passent très bien et ils sont maintenant à des kilomètres de la route de montagne la plus proche. Autrement dit, ils commencent vraiment à être isolés. Et ce soir-là, Alexander installe son campement dans une prairie à plus de 2000 mètres d'altitude. Il reste moins d'une heure avant le coucher du soleil, donc faut quand même pas tarder à monter la tente, parce que quand il fait nuit noire, c'est quand même beaucoup plus compliqué et dangereux. Et généralement, Loki, qui est son plus gros chien, gambade tranquillement autour de lui pendant ce temps. Mais cette fois, c'est quand même différent. Loki n'arrête pas d'aboyer en fixant un flanc de montagne abrupt, avec de gros rochers et des arbres. Et c'est pas le genre d'aboiement qu'il fait quand il voit 2-3 marmottes par exemple, c'est plutôt des aboiements inquiets. Hier, j'ai trouvé une note sous une pierre indiquant de faire très attention aux ours. Apparemment, un groupe de campeurs en aurait croisé un de très près. Et j'ai aussi aperçu des traces de pumas. Donc je suis un peu inquiet que mon chien ait flairé un animal dangereux. Là, Alexander prend de la hauteur en grimpant sur des rochers. Et il reste là un petit moment à scruter le moindre mouvement suspect. Il voit rien et il n'entend rien de particulier. Mais Loki continue à gémir bizarrement, comme s'il sentait quelque chose. Alors là, Alexander n'est vraiment pas rassuré. Il décide alors d'aller accrocher son sac de nourriture dans un arbre. En fait, c'est une mesure de sécurité pour que les ours ne viennent pas fouiller dans ses affaires s'ils sentent de la bouffe. Et juste avant, il met aussi son petit chien à l'intérieur de la tente, histoire qu'il ne parte pas trop loin. Puis, il commence à grimper le flanc de la montagne abrupte, qui est le seul endroit avec des arbres. Et d'ailleurs, vous voyez, mais c'est si raide qu'il doit s'appuyer sur les arbres pour garder l'équilibre et pas tomber. Et là, tout à coup, en approchant du sommet, Alexander entend de gros mouvements devant lui. Et là, à côté, donc son chien, Loki, se met immédiatement à aboyer de toutes ses forces. Alexander sent la panique arriver, son cœur bat de toute vitesse, il y a 1 million de pensées qui se bousculent dans sa tête en quelques secondes. Si c'est un ours, mon chien va probablement essayer de me protéger et mourir sans que je puisse rien faire. Et je suis coincé ici, alors que la lumière baisse. Si je dois descendre rapidement la pente pour fuir, je vais sûrement trébucher et tomber sur les rochers en contrebas. Et comme si ça suffisait pas, j'entends mon autre petit chien qui commence à aboyer lui aussi. Je peux pas voir ma tente d'ici, donc je ne sais vraiment pas ce qui se passe là-bas. Là, il met quelques secondes avant de reprendre ses esprits et de rappeler son chien. Et là, Loki vient se poster devant lui comme pour essayer de le séparer d'un danger un peu plus haut. Et à ce moment-là, Alexander se rappelle qu'il a une lampe frontale sur la tête. Là, il l'allume tout de suite et il commence à scruter en haut de la pente. D'ailleurs, l'adrénaline est tellement forte que ses genoux se mettent à trembler. Il regarde, mais rien du tout. Pourtant, il a clairement entendu de gros bruits et son chien aussi a entendu ça. C'est clair que cette chose qu'il a entendue est encore là, juste devant eux. Sinon, il l'aurait sans doute entendu partir. Donc, Alexander est déterminé à découvrir ce qui se cache. Et en même temps, il doit le savoir. Il peut pas fuir parce que lui, il va être obligé de dormir ici cette nuit. Et il est seul au milieu de nulle part, donc il faut qu'il sécurise. Tant qu'à prendre des risques, autant affronter le danger plutôt que de trembler de peur toute la nuit. Et là, alors qu'il réfléchit à tout ça, soudain, Loki, son chien, se précipite en avant. Et là, il s'arrête à quelques mètres et il se met alors à grogner, à aboyer, à baver. Et au même moment, Alexander voit du mouvement. Quelque chose en fait passe devant les toutes dernières lumières à l'horizon. Et ce que je vois me retourne l'estomac. Il y a un homme, accroupi, environ 20 mètres en face de moi. Il porte pas de vêtements de camouflage, mais une sorte de vieux tissu en lambeaux, avec une capuche, qui se fond parfaitement dans l'environnement. Son visage est couvert de terre, ou quelque chose comme ça. Je sais qu'on se regarde droit dans les yeux à ce moment-là. Alors, je le fixe, pendant ce qui semble être plusieurs minutes. Dans un silence total. Je suis trop secoué pour parler, mais je veux qu'il sache que je l'ai vu, et que je compte tenir bon. À ce moment, le petit chien en bas recommence à aboyer d'un air terrifié. Alexander sait qu'il doit redescendre la pente qui est très raide avant qu'il fasse complètement nuit. Il redescend, mais prudemment avec son chien. Régulièrement, en plus, il s'arrête pour regarder en direction de l'homme étrange, histoire de vraiment bien lui faire comprendre qu'il l'a vu. Et au final, il arrive au rocher en bas sain et sauf. Mais étrangement, le petit chien est sorti de la tente d'une manière ou d'une autre. Et là, il se promène dans le camp en grognant. Pourtant, Alexander avait bien fermé la tente avec la fermeture éclair, donc il n'était pas censé pouvoir se barrer son chien. En plus, la fermeture éclair était en haut, donc le chien pouvait même pas la choper. Là, il se dit c'est louche, c'est pas normal en tout cas. Et il sort alors son pistolet du sac et il tire un coup de feu en l'air.
Bon, là, il rentre dans sa tente sans manger et il s'allonge avec son arme à côté de lui. Et il va alors rester éveillé jusqu'au lever du soleil. Au petit matin, il remballe toutes ses affaires et il trace. Et il va marcher alors toute la journée pour redescendre de la montagne. La nuit tombe, mais je continue d'avancer. J'arrive à un emplacement de campement et par chance, il y a d'autres randonneurs. On s'assoit alors autour d'un feu et je me sens enfin rassuré et en sécurité. Ils commencent à me dire qu'ils prévoyaient de se diriger vers l'endroit où j'ai fait ma rencontre. Alors, je leur raconte mon histoire en détail. Inutile de dire que le lendemain matin, on est tous retournés à nos voitures, bien sagement. Et là, en rentrant chez lui, Alexander a tout de suite été allé chercher des infos sur la montagne où il était. Apparemment, d'autres personnes racontent qu'ils ont eu des expériences similaires à la sienne. D'ailleurs, il y a même un homme qui a été retrouvé mort suite à une chute de rocher 2 ans plus tôt, près de l'endroit où Alexander était. Et même une femme a été retrouvée assassinée l'année précédente. Bon, en tout cas, aujourd'hui encore, Alexander est vraiment un peu inquiet et pas bien à chaque fois qu'il repense à cette histoire. Et en fait, pour lui, c'est sûr, mais il y avait 2 hommes ce soir-là. Il y avait celui qu'il avait vu et il y en avait un autre qui était sans doute caché. Parce qu'il ne voit pas comment la fermeture éclair de la tente aurait été ouverte sinon. Bon, en tout cas, nous, dans notre prochaine histoire, on va rencontrer encore plus de personnes menaçantes. Sinon, c'est pas drôle. Alors, l'auteur de cette deuxième histoire s'appelle Six String Shadows sur Reddit. Comme il précise pas son prénom, on l'appelle Steven. Et avec sa copine, Steven, il part souvent randonner en montagne. Et il se trouve qu'un jour, un peu avant 2010, il décide d'aller marcher sur le sentier des Appalaches. En fait, c'est un immense chemin de 3500 km à l'est des États-Unis. Mais eux, ils vont juste en faire un morceau de 300 km qui traverse les montagnes et les forêts. En fait, c'est la partie la plus reculée et la moins fréquentée. Et c'est exactement ce que recherchent Steven et sa copine. En fait, ils préparent tout leur équipement et ça y est, c'est parti pour plusieurs jours de marche. On est début octobre, tout se passe bien, la randonnée se déroule sans incident, jusqu'à ce que les choses deviennent très bizarres au cours des 2 dernières nuits. Normalement, sur ce sentier, il est recommandé de dormir le long du chemin ou dans des emplacements prévus pour. Sauf que sa copine et lui ne veulent vraiment pas croiser d'autres personnes ni être dérangés la nuit. Alors tous les soirs, ils préfèrent installer leur campement un peu à l'écart du chemin. Et ce soir-là, après quelques recherches, ils trouvent un endroit parfait, assez éloigné, au milieu d'une petite clairière. On installe le camp, on cuisine, on papote un moment, puis on va se coucher. Mais vers 2h du matin, ma copine me réveille en chuchotant. « Prends ton arme, il y a quelqu'un qui marche dehors autour de la tente !» Elle me dit qu'elle a été réveillée par un bruit comme quelqu'un qui faisait le tour de la tente. Et elle a l'impression qu'il a sorti un couteau ou quelque chose du genre. En fait, Steven emporte toujours 2 pistolets avec lui lorsqu'il part en randonnée. En fait, il sait jamais sur qui ou sur quoi il peut tomber dans un endroit reculé. Et donc là, il sort l'un des pistolets de son sac et il s'assoit en silence dans la tente, à l'écoute d'éventuels bruits suspects. Bon, quelques minutes passent, et on entend juste le bruit du vent dans les arbres. Puis tout à coup, ils entendent un mouvement, une sorte de crac, crac, crac. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui marche dans les bois derrière leur tente. Steven alors prend une lampe torche et sort silencieusement de la tente. Comme leur feu de camp est éteint, il fait très sombre à ce moment-là et il y a juste quelques rayons de lune, mais pas de quoi voir grand-chose. Mais il va pas allumer sa lampe torche tout de suite pour ne pas révéler sa position. En fait, il attend que d'autres bruits se fassent entendre de sorte à pouvoir localiser la source, on va dire. Quelques minutes passent encore, puis il entend de nouveau ce bruit. Steven allume sa lampe torche et il la braque en direction du bruit. Et il croit apercevoir quelqu'un bouger derrière un arbre. Il lui crie directement qu'il est armé et qu'il lui ordonne de partir. Il braque la zone avec son arme dégainée et il s'approche lentement. À ce moment-là, à ma droite, j'entends ce qui ressemble à quelqu'un qui s'enfuit dans les bois. Je me retourne et j'oriente ma lumière dans cette direction, sauf que j'entends aussi quelqu'un s'enfuir à l'endroit où j'ai vu la silhouette. Il y avait donc 2 personnes qui avaient trouvé notre tente et qui tournaient autour en pleine nuit. Impossible de les poursuivre dans ces conditions, alors je retourne au campement. Steven raconte à sa copine ce qui s'est passé et il s'assoit pour monter la garde devant la tente jusqu'au lever du soleil. Bon, il leur reste 2 jours de rando, et ce jour-là, il marche plus vite que d'habitude pour parcourir autant de distance que possible. Au moment d'installer le camp, Steven trouve un endroit près d'une falaise. Alors, en haut d'une falaise, je précise. Comme ça, il peut placer la tente au bord du précipice, de façon à ce que personne ne puisse venir par derrière. Sauf que il a quand même le sentiment désagréable d'avoir été suivi toute la journée. Pourtant, ils ont croisé ni entendu personne. C'est juste dans sa tête, il se dit, il y a quelqu'un qui me suit. Avec la fatigue qu'il a accumulée, il ne tarde pas à aller se coucher. Là, il va donner un pistolet à sa copine et il en garde un à côté de lui. Alors, il va rester éveillé quelques heures pour voir si quelque chose se passe. Et à un moment, il est tellement crevé que là, il s'endort. Mais un peu plus tard, je suis réveillé par du bruit. Quelqu'un est en train de fouiller dans nos affaires à l'extérieur de la tente. J'attrape mon arme et je réveille ma copine en lui faisant signe de rester silencieuse. Grâce aux dernières lumières du feu, je peux distinguer une silhouette. Il y a vraiment quelqu'un dehors. Je hurle quelque chose du genre « On est armés, dégagez d'ici !» La silhouette laisse tomber nos affaires et s'enfuit.
Bon là, Steven sort de la tente et il est prêt à tirer si nécessaire. En fait, il voit leurs affaires qui sont éparpillées partout, les sacs sont ouverts, tout est par terre en vrac. Bon, Steven va alors marcher un certain temps dans la direction où la silhouette s'est enfuie pour essayer de retrouver le coupable. Et au bout d'un moment, il aperçoit alors une lumière qui scintille, peut-être une lanterne. Et puis très vite, il distingue 3 autres lanternes un peu plus loin. Là, Steven, il prend un peu peur, il se dit « Wow, c'est quoi ce délire ?» Il fait demi-tour en courant jusqu'à la tente et là, il va dire à sa copine qu'il faut qu'il se barre maintenant. Là, ils emballent tout ce qui a de la valeur et ils retournent sur le sentier. Et du coup, ils abandonnent la tente et quelques objets sur place, mais tant pis. Du coup, ils se mettent à marcher en plein milieu de la nuit, dans l'obscurité, avec leur tente en moins. Sauf qu'ils sont suivis. En fait, ils entendent sans cesse des branches craquer à une certaine distance d'eux et des gens se mettent à parler dans les bois, derrière eux. Là, Steven se retourne tout le temps pour vérifier que personne ne s'approche. Et à ce moment-là, l'ambiance est terriblement angoissante. En fait, si quelque chose se passe, ils sont livrés à eux-mêmes. En plus, ils n'ont vu aucun autre randonneur, la civilisation est à des kilomètres de là, ils se sentent vraiment en danger. On marche depuis un moment quand j'entends quelque chose derrière nous. En me tournant, je vois quelqu'un sortir des bois, s'arrêter au milieu du sentier et rester là à nous regarder. Le soleil est sur le point de se lever, mais il n'y a pas encore assez de lumière pour que je puisse distinguer son visage. Je peux uniquement voir une silhouette. Je m'arrête, je fixe dans sa direction et je leur demande qui ils sont et ce qu'ils veulent. Aucune réponse. La silhouette reste juste là, à nous observer. Puis à un moment, elle fait demi-tour et retourne dans les bois. Bon, Steven et sa copine se remettent à marcher en accélérant encore plus le pas. En fait, ils sentent qu'ils sont suivis pendant encore un bon bout de temps, mais il n'y a plus aucun autre signe en fait de ces gens flippants, comme s'ils restaient cachés. Et là, finalement, Steven et sa copine atteignent la fin du sentier dans un état d'épuisement et de fatigue totale. Bref, leur voiture est toujours là et ils ont réussi à survivre. Bon, alors faut être honnête, mais Steven n'a aucune idée de qui étaient ces gens ni de ce qu'ils voulaient. Selon lui, en tout cas, c'était un clan de fous, consanguins, cannibales, peut-être des gens pervers, peut-être des tueurs. En tout cas, dans les commentaires du post Reddit, des utilisateurs ont fait des suggestions. Certains disent par exemple que pas mal de producteurs de drogue s'installent dans le coin des Appalaches. Apparemment, ils utilisent les montagnes et les forêts pour se cacher. Alors peut-être, il est pas sûr que c'était un groupe qui était venu repérer si Steven et sa copine n'étaient pas des concurrents. Parce qu'en effet, si c'était juste des voleurs, ils auraient pris les sacs et ils seraient partis. Mais ils n'ont rien touché. Donc je ne sais pas de mon côté, faites vos pronostics, ça donne un peu moins envie de dormir en forêt, mais la plupart du temps c'est safe, mais pas pour la dernière histoire, qui aussi aura un gros lot de mystère, mais avec une explication finale. Ce dernier témoignage Reddit vient de l'auteur Button666. Alors lui non plus ne donne pas son prénom, donc on va l'appeler Burton. En tout cas, il vit au Canada, il explique que son histoire se déroule il y a des années, mais on sait juste que ça se passe le soir du Nouvel An. Et là, pour le contexte, Burton s'occupe d'une personne handicapée qu'on va appeler Riley, et il va souvent la voir, il lui rend des services, il lui téléphone, etc. Et Riley, en fait, elle habite loin de tout, à côté d'un petit village de montagne. En fait, vous voyez le genre d'endroit où il n'y a pas de réseau mobile. D'ailleurs, pas très loin de là, il y a une voisine qui accueille des personnes dans le besoin. Et parfois, elle accueille des ex-détenus, parfois des gens qui sortent de l'hôpital psychiatrique. Et dernière info importante, mais cette femme, Riley, héberge quelqu'un chez elle. En tout cas sur son terrain. En fait, plus exactement, elle lui loue un camping-car, histoire d'arrondir ses fins de mois. Et là, le soir du Nouvel An, vers minuit, Burton reçoit un appel de Riley. Jusque-là, rien de choquant, Sauf que en temps normal, elle se couche à 21h. Elle ne fête jamais le réveillon, donc Burton sent que quelque chose ne va pas. Elle n'est pas censée l'appeler aussi tard. Elle me dit que ses chiens se sont mis à aboyer très fort, au point de la réveiller et de la faire se relever. Elle a d'abord regardé par la porte arrière et n'a rien pu voir car il faisait très sombre en dehors. Les chiens aboyaient vers l'avant de la maison. Elle a regardé par la fenêtre du devant et a vu qu'il y avait une femme dehors, qui ne portait rien d'autre qu'une chemise de nuit, assise sur ses meubles de jardin. Donc Riley m'a appelé directement. Elle est vraiment inquiète et elle ne sait pas quoi faire. Alors je le rappelle, mais on est en plein hiver au Canada, donc il fait très très froid, comme vous le voyez derrière moi. Donc là, Burton demande à Riley de surtout rester à l'intérieur de sa maison et de pas bouger. Il appelle en même temps la police, puis il prend sa voiture et il se rend directement sur place. Là, une fois arrivé, il observe la scène de loin en attendant les flics. Parce qu'effectivement, il voit qu'il y a bien une femme qui est ici, vêtue d'une chemise de nuit, qui est pieds nus dans la neige. Et en fait, elle est là, en train de se balancer lentement sur la grande balançoire de la terrasse. Et elle regarde droit devant elle. On dirait qu'elle est perdue, qu'elle sait pas où elle est. Burton, il inspecte alors autour de lui, et là il voit que toutes les lumières du camping-car sur la propriété, elles sont éteintes. Et le locataire de Riley doit dormir. Bon, là les policiers arrivent enfin. Burton, lui, sort de sa bagnole, il leur explique la situation. Et pendant ce temps, la femme là sur sa balançoire ne semble même pas avoir remarqué leur présence. Pourtant ils sont vraiment pas loin. Elle continue à se balancer en regardant le vide. Bon, là les policiers commencent à s'approcher d'elle, et tout à coup, sans prévenir, la femme se lève et elle s'enfuit en courant vers la montagne.
Bon, l'un des policiers se lance à sa poursuite, tandis que l'autre reste sur place pour aller parler à Riley. Moi, je rejoins le premier flic pour l'aider à rattraper cette femme. Surtout qu'elle entre dans la forêt juste derrière la propriété. Elle court super vite, même en étant pieds nus, tout en esquivant les arbres. C'est surréaliste. Finalement, on parvient à la rattraper. Là, elle se jette par terre dans la neige en enroulant ses bras autour de ses jambes. Le policier essaie de lui parler, mais elle se remet à se balancer, sans faire un seul bruit. Bon là, Burton et le policier font de leur mieux pour raccompagner cette femme jusqu'à la maison de Riley, mais en arrivant, elle commence directement à fixer le camping-car en ayant l'air très nerveuse. Bon là, l'un des policiers remarque qu'elle est pas bien et lui demande si elle connaît la personne qui vit dans ce camping-car. Bon là, la femme devient encore plus nerveuse, voire vraiment à la limite de la crise de panique. Et là, bon, Burton, gentiment, il comprend quand même clairement qu'elle est handicapée mentalement. Il y a des trucs qui raccrochent pas, quoi. D'ailleurs, elle a pas l'air de savoir vraiment communiquer correctement. Bon, les flics décident de quand même aller toquer à la porte du camping-car. Et là, étonnamment, la porte s'ouvre immédiatement. À ce moment-là, la femme court droit vers le camping-car et commence à essayer de choper le gars qui vient d'ouvrir. Bon là, les flics, ils s'interposent, ils les séparent, mais le gars, qui était dans le camping-car, il se met à gueuler de façon hyper agressive. D'ailleurs, il dit qu'il ne connaît pas cette femme, qu'il l'a jamais vue de toute sa vie. Ce qui est quand même très suspect et bizarre comme réaction puisque on lui a rien demandé. On vient juste d'ouvrir, le gars il crie ça. Et là, bon, les flics, ils le sentent qu'ils sont tombés sur une affaire plus compliquée qu'il y paraît. En tout cas, dans son témoignage, à partir de là, Burton, qui assiste à toute cette scène, il va résumer l'enquête de police. Il s'avère que le locataire du camping-car avait déjà eu des problèmes avec la justice. C'est un accro à certains types de drogue dure, qui a déjà plusieurs cambriolages et agressions à son actif. Il a pour habitude de se cacher dans des camping-cars et de changer souvent d'endroit. Comme ça, il n'a aucune adresse fixe et il est donc plus difficile à retrouver. Il utilise aussi un faux nom, mais son visage est facilement reconnaissable. Bon, de son côté, la femme est sortie d'un hôpital psychiatrique il y a quelques temps. En plus, elle n'avait pas d'endroit où aller, donc la voisine de Riley l'a accueillie chez elle. Mais c'est à partir de là où ça va devenir plus sombre. En fait, les policiers découvrent que le gars du camping-car agressait sexuellement cette pauvre femme. En fait, il allait régulièrement jusqu'à la fenêtre de sa chambre. Là, il toquait à la fenêtre, sans doute qu'elle lui ouvrait, puis lui, il la prenait et il la ramenait dans le camping-car où il faisait ce qu'il voulait d'elle. Ok, à partir de là, le gars est bien entendu arrêté, et quand il est embarqué, le camping-car est tellement dans un sale état qu'il est bon pour la casse. En fait, il est rempli de déchets en décomposition, les fenêtres sont toutes condamnées pour que personne ne puisse voir à l'intérieur, il y a des bocaux remplis de ses propres excréments, mais aussi il y a une centaine d'aiguilles qui lui servaient pour se piquer, et aussi des preuves de pédophilie. Et les flics trouvent aussi des preuves que le gars espionnait et filmait en cachette des jeunes en difficulté qui séjournaient chez sa voisine, celle dont on a parlé qui accueille un peu tout le monde. Bon, en tout cas, lui, il les observait à travers les fenêtres, et parfois la nuit, il entrait même dans le bâtiment. Bon, après ça, la femme, celle qui faisait la balançoire là, elle a dû être ramenée à l'hôpital psychiatrique. Manifestement, elle était partie un peu trop tôt. Et après ça, Riley a décidé de ne plus jamais accueillir d'autres locataires. Ça l'avait peut-être un peu calmé. Et le gars qui dormait dans son camping-car, qu'elle lui avait gentiment loué, a probablement été en prison. En tout cas, de son côté, Burton lui repense souvent à cette histoire. Et il espère que, en tout cas, ce mec restera bien en tôle toute sa vie, mais ça, il en est pas certain. Il ne connaît pas l'issue du procès. Alors bien sûr, il a essayé plusieurs fois de prendre des nouvelles de la victime, mais sans succès. En tout cas, tout ce qu'il peut espérer, c'est qu'aujourd'hui elle va bien où qu'elle soit. Eh bien, voilà pour nos histoires du jour, ou plutôt de la nuit. Si vous faites un petit passage en montagne du coup durant cet hiver, n'hésitez pas à me les raconter en commentaire, surtout s'il y a des choses croustillantes à se mettre sous la main, quoi, bien entendu. Ça dépend quand vous allez voir la vidéo, mais je peux vous souhaiter des belles fêtes de fin d'année, et sur ce, eh bien nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye.